Projet de 30 ans et des années de polémique, le chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres est un concentré de deux visions antagonistes de notre époque. Une autoroute synonyme du désenclavement d'un territoire, d'une meilleure sécurité routière, ou bien un chantier anachronique en totale contradiction avec l'injonction de préserver notre environnement. C'est Dimanche en politique. Bonjour, bienvenue. Voilà, 69 stop ou encore, on va tâcher de dépassionner le débat, de comprendre pourquoi le Tarn est devenu le nouvel épicentre en France de deux projets de sociétés opposées. Bonjour Myriam Joly, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef d'entreprise à Burlatz, à la sortie de Castres. Vous êtes opposé au projet. Vous fabriquez des pulls et des chaussettes en laine pour un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros. Face à vous, un partisan de l'autoroute. Bonjour Jean-Luc Alibert, vous êtes maire Horizon de Soual, commune qui se trouve sur le tracé de l'autoroute. Enfin, c'est une bataille qui se joue en ce moment, surtout devant les tribunaux, et votre éclairage nous sera précieux. Julien Bétail, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en droit public à l'université Toulouse-Capitole. Merci à vous trois. Et tout d'abord, de quoi parle-t-on ? Eh bien, d'une double voie, d'une simple double voie, serait-on tenté de dire, de 53 km pour relier Castres à Toulouse, un chantier structurel tel qu'il en existe tant. Et pourtant, première question que je vous pose à vous deux, votre principal argument pour ou contre ce projet, Myriam Joly. Alors j'en ai deux. Pourquoi y êtes-vous opposé ? Est-ce que je peux avoir deux arguments ? Parfait, merci. Le premier, c'est que les déviations qui avaient été financées par nos impôts et qui avaient grandement amélioré l'allée jusqu'à Toulouse, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des villages de Soual et de Pyloran, soient privatisées. Pour moi, c'est scandaleux. Et le second, c'est qu'effectivement, en tant que chef d'entreprise, quand on fait un investissement, il faut qu'il soit rentable. Celui-ci ne le sera pas, puisqu'il n'y aura pas assez de voitures, et c'est tous les je dirais, que ce soit le comité d'orientation des investissements, que ce soit le comité général des investissements, l'ont toujours dit. On va développer, mais pour vous, c'est la gabegie économique et la privatisation d'un tronçon. Jean-Luc Alibert, pourquoi êtes-vous pour le projet, vous ? Alors écoutez, moi je suis pour un projet de territoire qui inclut l'autoroute A69 pour tout simplement avoir les mêmes chances que d'autres territoires de France qui ont plus de 100 000 habitants, c'est-à-dire être reliés à la métropole régionale. Le chantier qui est déjà bien avancé, 22 mois de travaux, mais la bataille se poursuit, je le disais, devant les tribunaux, avec une audience très attendue sur le fond le 18 février qui pourrait mettre un coup d'arrêt au projet. Marie-Candice Delouvrier, David Bresse. L'autoroute n'est pas encore bitumée, mais vue du ciel, la 69 est déjà une réalité. La moitié des terrassements a été réalisée, 70% des ouvrages d'art qui enjambent l'autoroute sont terminés. Pourtant, la justice pourrait bien tout stopper. Un coup de massue pour ce transporteur, chef d'entreprise. Il a investi plus d'1 million d'euros et embauché 17 personnes pour la 69. Il redoute une éventuelle annulation du chantier. C'est un énorme coût et on n'était pas préparé à ça, voilà, vraiment pas du tout préparé. Ce chantier, c'était une aubaine pour nous, une aubaine pour embaucher, et derrière, c'est sûr et certain, ça sera forcément des licenciements, quoi. Pourquoi la justice pourrait stopper cette autoroute qui doit relier Toulouse à Castres sur 53 km le long d'une route nationale déjà existante? Pour la rapporteure qui a présenté ses conclusions au tribunal, la 69 ne présente pas d'intérêt public majeur ni impératif pour désenclaver ce territoire. Une première victoire pour ses opposants qui se battent aux côtés des scientifiques pour la défense de cet environnement. Ce projet il est emblématique de ce qu'il ne faut plus du tout faire aujourd'hui, que la procédure, comme elle a été menée, elle est déplorable, que c'est ce qu'on critique depuis des années, et qu'enfin aujourd'hui, peut-être, on va être entendu par la justice. Le concessionnaire à Tosca n'a pas souhaité s'exprimer, mais n'envisage pour l'instant aucun scénario de remise en état des zones concernées. Ouais, c'est une autre question. Julien Bétail, maître de conférence en droit public. On va essayer de comprendre cette audience sur le fond avec un enjeu considérable qui pourrait mettre fin au projet le 18 février. Sur quels éléments va se prononcer le président du tribunal ? Alors, la décision administrative qui est en cause, c'est l'autorisation environnementale du projet. Ce projet a déjà fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en amont. Et maintenant, on s'intéresse aux aspects environnementaux.
En particulier, évidemment, il y a beaucoup d'arguments, mais celui qui a retenu l'attention lors des précédentes audiences, c'est la notion de raison impérative d'intérêt public majeur. C'est une exigence d'une directive européenne qui protège la biodiversité. Un projet qui a pour conséquence de détruire la biodiversité peut obtenir une dérogation, peut être fait, à condition, il y a d'autres conditions, mais celle-là elle est centrale, de satisfaire cette raison impérative d'intérêt public majeur. Donc aujourd'hui, tout le débat juridique est là, en réalité. L'indépendance du magistrat, sous cette pression politique qui est très forte, qui pèse sur ses épaules, comment en être garant? On nous pose souvent la question. Hein. Oui, je comprends tout à fait, même en tant qu'universitaire, on se pose aussi la question. Je crois que c'est une question qui appelle beaucoup de nuances. D'un côté, il y a des garanties d'indépendance. Les juges administratifs sont inamovibles et traditionnellement, c'est comme ça qu'on assure l'indépendance. Néanmoins, de l'autre, il faut aussi se poser la question, au-delà de l'indépendance, de l'impartialité. Et évidemment, tout un chacun peut avoir une sorte de préjugement par rapport à un dossier, et ça peut poser des difficultés. D'autant que ce sont des magistrats qui ont longtemps, souvent, travaillé déjà auparavant dans l'administration. Alors, c'est en quelque sorte dans l'ADN de la justice administrative qui se distingue de la justice judiciaire. C'est-à-dire qu'un magistrat administratif doit, à intervalles réguliers, aller travailler un petit peu dans l'administration. Et certains anciens cadres de l'administration publique deviennent magistrats administratifs. Le but, c'est qu'ils intériorisent en quelque sorte les contraintes de l'administration. Jean-Luc Alibert, est-ce qu'un jugement favorable serait un vrai soulagement pour vous? Il y a une nécessité à désenclaver le territoire? Écoutez, moi, ce que je voulais vous répondre, c'est qu'il faut laisser la justice faire son travail. Je crois qu'on a la chance de vivre dans une république où chacun peut s'exprimer, peut avoir des positions, être en désaccord avec certains projets. Je constate aussi qu'il y a, si je ne me trompe, 24 procédures qui sont en cours ou qui ont été jugées pour certaines par 14 fois avec des juges qui ont considéré que le chantier de l'autoroute devait continuer. Effectivement, il faut avancer sereinement. Mais il y a un problème de concordance des temps, Julien Bétail. Le chantier se poursuit, la procédure également. On pourrait aboutir à un chantier achevé et un procès toujours en cours? Oui, bien sûr, c'est le risque. Maintenant, il faut bien comprendre que le cas des autoroutes, dans l'histoire des procès en matière d'environnement, est un cas singulier qui fait parfois appel à la notion de raison d'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend tout l'historique des autoroutes françaises, elles ont toutes été contestées devant les tribunaux, pratiquement, et il n'y en a pratiquement aucune qui a été annulée pour des raisons environnementales. Alors que dans d'autres domaines, il y a des annulations pour raisons environnementales. Donc là, on a un domaine qu'on pourrait presque comparer à la question de l'état d'urgence. Vous savez, quand on a limité les libertés, et finalement, aucun des recours n'a abouti. Le cas des autoroutes, c'est un peu un cas particulier, je dirais. Myriam Joly, chef d'entreprise, vous avez la particularité d'être co-requérante dans ce procès, c'est-à-dire qu'en votre nom, au nom de votre entreprise, vous êtes plaignante. Pour quelle raison? Pour obtenir quoi? Il y a peu de chances que ça aboutisse, manifestement. Hein. Moi, je suis pour l'état de droit. Et un état de droit, ça veut dire une justice indépendante. Donc, partant de là, peu de chances que ça aboutisse, j'en sais rien. Je pense que nous... Selon la jurisprudence, à écouter M. Bétail. Non, je pense que ce n'est pas ce qu'il a dit, M. Bétail. Là, parce qu'il y a beaucoup d'autoroutes, il y a beaucoup de choses qui ont été déclarées illégales, mais qui continuent à être exploitées. Donc, moi, je suis persuadée que l'autoroute, qu'on va l'obtenir l'illégalité, parce qu'il y a tellement de choses dans ce dossier qui ont été faites de manière, je dirais, illégale, que forcément, d'ailleurs, si la rapporteuse publique a donné vraiment, c'était très clair son rapport, son avis défavorable, et c'était très très clair. Et donc nous, on a... Et l'instruction est rouverte, d'où le procès sur le fond. L'instruction est rouverte, mais enfin, on sait bien que c'est un peu ce qui a été fait. Ce serait pas bon pour vos affaires, vous, chef d'entreprise? De quoi, l'autoroute? Oui. Alors, moi, les fournisseurs. Une meilleure proximité, accès. Alors moi, mon sentiment profond, si vous voulez, moi je suis passionnée par le développement économique et je pense que le développement économique dans nos arrière-pays, comme on nous appelle, ça passe par des écosystèmes résilients. Résilient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on s'organise pour travailler le plus possible entre nous, pour irriguer le social, le culturel, le sportif, pour que la société puisse vivre en harmonie. Et moi, d'être reliée à 10 minutes plus proche de Toulouse, franchement, ça ne me change rien. Honnêtement, ça va coûter plus cher à mes transporteurs. Moi, je suis trésorière du comité de développement des hauts pays du Languedoc, donc c'est-à-dire toute la partie sud-est du Tarn, tout ce qui dépasse Castres jusqu'à l'Hérault. Et je peux vous dire que
bien nombre de mes collègues ne sont pas pour l'autoroute. Jean-Luc Alibert, il y a une question d'attractivité économique de votre point de vue, puisqu'il y a déjà une zone d'activité qui voit le jour. La première pierre, le chantier a démarré il y a une dizaine de jours, c'est ça? Alors, moi, je ne suis pas partie prenante, effectivement, contrairement à Mme Joly, à ce procès. Ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue économique, on a besoin de cette attractivité. Et puis aussi, nous avons un point commun, Mme Joly, nous sommes chefs d'entreprise. Je suis aussi chef d'entreprise et on sait que lorsqu'on fait des investissements, ce n'est pas pour les 3 ou 6 mois à venir, c'est pour les 30, 40 ans à venir. Et quand on regarde ce qui s'est passé sur les 30 ou 40 ans à venir sur notre sud du Tarn, qu'est-ce qu'on constate? Contrairement à l'Albigeois, contrairement à Montauban, contrairement à Carcassonne, où ce sont des centaines et des milliers d'emplois qui ont été créés, chez nous, on a détruit de l'emploi. Chez nous, nous avons perdu des populations, là où d'autres territoires ont pu grandir. Mais ça n'a pas empêché les laboratoires Pierre Fabre, pour les citer, de prospérer, de réaliser des affaires sans cette autoroute. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 70% à l'export. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Le laboratoire Pierre Fabre, je pense qu'on doit tous être fiers, me semble-t-il, parce qu'il est une locomotive du territoire, avec quand même un fondateur qui a été attaqué, alors que le pauvre, malheureusement, n'est plus parmi nous, et qui a créé quand même une fondation dont l'objectif est justement d'intervenir dans les pays du tiers-monde en faveur des enfants. Il a donné tout ce qu'il avait pour ça. Ça mérite un petit peu de respect, et je vous avoue que comme citoyen du Tarn Sud, qui a toujours vécu ici, ce que j'ai pu lire et entendre là-dessus m'a beaucoup choqué, comme beaucoup de citoyens. Alors la France a découvert ce débat à l'occasion d'affrontements entre des opposants et des forces de l'ordre. C'était en juin dernier, le ministre de l'Intérieur d'alors, Gérald Darmanin, parlait d'éco-terroristes, jet de pierre, de cocktails Molotov contre gaz lacrymogène, des images qui ont fait la une des journaux. Myriam Joly, la fin justifie-t-elle les moyens? Alors moi je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Alibert. Sur les violences, madame Joly, pardon, vient de voir, les affrontements. Alors, pardon, juste je veux répondre sur là-dessus. Là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est sur les chiffres que vous donnez. Tous les chiffres de l'INSEE montrent le contraire. Le Tarn Sud se développe et se développait mieux que le Tarn Nord. J'ai pris les chiffres de l'INSEE, madame Joly. Oui, ben moi je les ai là aussi. Alors, on va éviter la bataille des chiffres. C'est pour ça. Encore une fois, est-ce que la fin justifie les moyens quand on voit ces oppositions très violentes en juin dernier? Alors, je dois dire que il y a quelques, je dirais, opposants violents. Donc, je pense que la plupart des gens qui étaient dans ces manifestations n'étaient pas des violents. Il y avait des familles, il y avait des enfants. Oui. C'était des manifestations très festives. Et je pense que c'est important d'entendre des citoyens qui s'expriment. Qui est de la violence, je pense qu'il faut aussi regarder de près. Moi, je ne connaissais pas ça. J'ai appris à découvrir ce qu'étaient les zadistes, ce qu'étaient ces gens-là, et d'essayer de comprendre ces jeunes qui sont complètement désespérés. Et je crois vraiment que c'est important de prendre en compte cette aspiration de la jeunesse qui pour une partie, ne se voit plus d'avenir. Et vous parlez de 40 ans, de voir 40 ans, c'est parce que je pense à 40 ans en avant que je pense qu'il faut vraiment se préoccuper de ce qu'on fait et que moi, personnellement, sur mon entreprise, je suis là-dessus pour faire une entreprise durable. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ces images? Je les ai plus que vues. Ces images, elles sont derrière vous. On voit qu'effectivement, ce sont des manifestations pacifistes, comme ça a pu être dit. Moi, je connais même les gens qui habitent. On est ici sur la route de Pulloran. Moi, je la connais très bien. Les gens, actuellement, ils sont en train de partir. Voilà ce à quoi ça conduit. Le 23 octobre 2023, quand il y a eu les manifestations à Saïs et qu'une usine a été détruite, que l'outil de travail a été anéanti, j'étais sur place. C'était un samedi, auprès des commerçants, auprès des entreprises qui avaient peur. Donc à votre question, effectivement, est-ce que la fin justifie les moyens? Non. D'autant qu'en plus, il y a eu toutes sortes de procédures. J'ai évoqué les 24 procédures. Il y a eu un débat public. Il y a eu des réunions. Moi-même, sur ma commune, j'ai organisé des réunions sur la 69 en invitant tout le monde à venir. Jamais je n'ai vu une personne du collectif La Voix est libre. Je mens un petit peu, j'en ai fait une réunion, 2 personnes sont venues en chasuble, elles se sont assises, elles sont restées 3 quarts d'heure et elles sont reparties. Elles devaient être satisfaites. Pardon, on va écouter Julien Bétail, maître de conférence, je le rappelle, en droit public. Les opposants mettent souvent en avance la notion de désobéissance civile pour justifier ces actions parfois violentes. Est-ce que cette notion a un fondement juridique? Alors, bon, on pourrait en débattre longtemps. Pour moi, c'est avant tout une question d'éthique personnelle, et donc chacun a son obédience par rapport à ça. Personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé. Néanmoins, quand je vois... José Bové, en son temps, qui revendiquait cette notion. Bien sûr, il avait même théorisé tout ça. Avant lui, Gandhi, Hannah Arendt, etc. Quand je vois néanmoins les images, je suis interpellé. Et en tant que juriste, ça me rappelle simplement que la justice, le juge, a un rôle de pacification des conflits.
Comment est-ce qu'on pacifie les conflits par la justice? Parce que le juge est un tiers impartial et parce qu'il tranche les litiges en droit. Et je pense qu'il y a eu un certain nombre de précédents aussi, que ce soit dans notre région ou dans d'autres régions, qui ont fait qu'un certain nombre de mouvements ont perdu d'une certaine manière la foi dans le rôle de la justice. Il y a eu un certain nombre de fiascos. Le département du Tarn a connu l'affaire de Sivins où tous les recours avaient été rejetés en référé et finalement le projet a été annulé sur le fond. Donc cette histoire de recours, je pense que la sagesse veut qu'on attende la fin des procédures. C'est-à-dire le problème est que la justice a décidé pour l'instant de ne pas trancher, c'est-à-dire de suspendre, alors que le chantier se poursuit, c'est ça? Alors pour l'instant, elle n'a rien suspendu du tout. Elle attend de se prononcer vraiment sur le fond en ayant tous les éléments. On verra. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais d'une certaine manière assez pessimiste puisqu'on est en matière d'autoroute, que c'est un cas particulier. Néanmoins, c'est aussi, on peut aussi, je dirais que c'est du 50-50, on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait confirmation des conclusions du rapporteur public dans la mesure où il y a des précédents, par exemple la déviation de Bénac. Et on verra l'audience le 18 février. Le chantier qui est régulièrement dégradé, comme ici vous le voyez, par exemple par un incendie. C'était à Seyss en août dernier, le coffrage de la pile d'un pont détruit, une dégradation parfaitement assumée par cet opposant au nom de cette fameuse désobéissance. On l'écoute. On est content que les chantiers ralentissent de quelque façon que ce soit et je pense que ça met tout le monde aussi de bonne humeur aujourd'hui, même si les échéances sont proches et qu'on sait que la tension monte. Voilà, des petites victoires comme ça, c'est toujours plaisant au matin au réveil. Myriam Joly, votre réaction à de tels propos? Je pense que vous avez dit quelque chose de très juste. On attend du juge qu'il pacifie la situation. Et le problème, il est là. Vous avez parlé de 24 procès en cours et qui auraient été refusés. Il y a un recours sur le fond. C'est celui du 18 février. C'est pour l'instant, il n'y a rien qui a été jugé sur cette autoroute. C'est le 18 février que ça va être jugé. Ça devait être jugé en novembre. Il y a eu des atermoiements, enfin des avis dilatoires vraisemblablement pour que le chantier continue. Donc c'est tout ça qui, je veux dire, qui envenime le débat. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que la justice n'est pas dans son rôle de pacificateur. On entendait cet opposant justifier encore une fois et se féliciter de ces dégradations. Les opposants disent souvent, eux aussi, qu'ils sont victimes d'une violence politique avec, disent-ils, la complicité des juges. C'est la violence du fait accompli. Est-ce que vous partagez ce sentiment-là? Alors, que les choses soient claires. Moi, je suis donc représentante du collectif. Le fait accompli, c'est que le chantier collectif, se poursuit. La voie est libre. Oui. La voie est libre est complètement pacifique, d'accord? Et si on a mis autant de travail sur justement ces procès et ces procédures, c'est parce qu'on croit à un état de droit et qu'on veut faire avancer les choses à ce niveau-là. De par ailleurs, on a des gens dans le collectif. C'est un collectif qui a une grande intelligence collective, c'est le cas de le dire, puisqu'il y a des gens qui ont eu des projets d'aménagement, c'est la voie est libre, qui ont d'ailleurs été Karim Laye, qui a été d'ailleurs reconnu par le ministère de l'Environnement. Il y a d'autres qui sont sur les chantiers tous les jours et qui travaillent et qui signalent à l'OFB et à la DDT tous les problèmes d'infraction à la législation. Donc je veux dire, on n'est pas du tout dans le cadre d'opposants violents qui n'apportent rien. Le fait accompli, stratégie gagnante? Bon, c'est un grand classique en la matière. Tous les grands projets font l'objet de ce type de stratégie. Je crois qu'il faut bien voir les conséquences que ça peut avoir et si vous voulez revenir à un aspect technique sur la suite. Imaginons qu'il y ait une annulation de cette autorisation. Il est probable que le juge n'annule pas l'ensemble de l'autorisation, qu'il annule uniquement l'aspect lié aux espèces protégées. Dans ce cas-là, ça voudra dire qu'il y aura constitution d'une infraction pénale et ça fera l'objet d'une décision du juge pénal. Mais on peut se poser la question de l'avenir de cette autorisation dans la mesure où le fait accompli étant là, il n'y aura probablement plus d'espèces à sauver et donc le projet n'aura plus besoin de dérogation espèces protégées. Donc on voit bien ici que la boucle sera bouclée d'une certaine manière, même s'il y a annulation partielle de l'autorisation, finalement, le concessionnaire et l'État auront gagné sur le terrain. Et c'est de ce point de vue qu'on peut comprendre qu'il y a une forme de frustration vis-à-vis du rôle de la justice administrative, parce que ce type de problème, ce n'est pas nouveau, il faut sortir du contexte de la 69, c'est très intéressant, mais il y a plein d'autres projets où on a vu exactement la même chose. Jean-Luc Alibert, vous jouez la montre, vous jouez le fait accompli? Écoutez, tout à l'heure, on a entendu un joyeux opposant cagoulé dire qu'il faisait ça de la bonne humeur, avec les résultats qu'on a pu avoir. Vous avez évoqué, Madame Joly, un projet d'aménagement sur place qui aurait été félicité. Ça veut dire que ces gens, en fait, ne savent pas où ils vivent.
ils ne savent pas où nous vivons. Dans votre projet d'aménagement sur place qui avait été prévu, par exemple, il y a une commune dont on parle peu, pourtant qui a été au cœur de l'actualité, c'est Saïs, si je puis me permettre. Saïs. Aujourd'hui, Saïs est traversé par 3 voies, 20 000 véhicules, 18 000 véhicules, plus de 6 600 poids lourds. Et ça, dans le projet d'aménagement qui a été proposé par apparemment ce brillant architecte, je ne sais pas comment il faut le nommer, on continue à passer dans Saïs. Il n'y a pas de problème, les populations, les 3600 habitants de Saïs, il n'y a aucune difficulté. On continue à laisser passer les véhicules. Donc je pense qu'il faut quand même savoir raison garder. On évoque des sujets au niveau juridique qui sont en cours. Laissons faire. Le chantier, et non pas le projet, le chantier, vous l'avez dit dans votre reportage, est largement en cours. Il faut que ça se termine. Alors, attendez, parce qu'on parlait des camions, je vous en prie. Juste, j'aurais dû répondre là-dessus. Je pense que, comme moi, vous savez, que, évidemment, la sortie de Castres à Soile fait partie des choses prioritaires qui étaient dans le contrat de plan de 2010, État région. Donc, en fait, cet aspect-là, qui était déjà financé, je dirais, par l'État, a été supprimé avec l'idée qu'on aurait une autoroute. Moi, je suis toujours en passant dans Saïs. Alors, non. L'argument, on va parler de route et de sécurité routière, car c'est un argument que l'on entend peu souvent chez les partisans, celui de la sécurité routière. Et pourtant, peut-être ne le saviez-vous pas, le SAMU a été créé pour cette route. Archive ici de 1967, 5 colonnes à la une. Le professeur Louis Laringue, fondateur du SAMU, est ici en communication avec une urgentiste de l'ambulance sur cette route très accidentogène, raison pour laquelle il avait eu l'idée de ce service d'urgence. Myriam Joly, sans parti pris, y a-t-il un changement d'époque? Est-ce que la sécurité routière passe après la préservation de l'environnement? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. La sécurité routière, c'est extrêmement important. Donc, effectivement... Mais une autoroute, c'est moins dangereux. Nous sommes d'accord qu'une départementale. Une autoroute, alors... Une autoroute est moins dangereuse qu'une départementale, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, une autoroute très chère, dans laquelle tout le monde ne pourra pas emprunter, ça veut dire que les gens vont repasser par les villages. Et d'ailleurs, j'aimerais bien interpeller le maire de Soile là-dessus, parce que j'imagine que ça doit être une grande préoccupation pour vous, de voir ce flot de voitures qui va venir passer par Soile et par Puylaurens. Et on sait que là où il y a le plus d'accidents, c'est dans les villages ou dans les villes. Alors, il faut expliquer, c'est-à-dire si les gens n'empruntent pas l'autoroute, ils passeront par chez vous, par Soile, puisqu'il n'y aura pas d'itinéraire de substitution. Peut-être revenir à votre première question sur la santé. Il faut écouter les professionnels. Et la sécurité routière. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la santé. J'écoute les professionnels. J'écoute les médecins. J'écoute le directeur de l'hôpital de Castres. Aujourd'hui, par exemple, vous avez 2000 professionnels à l'hôpital de Castres. C'est 150 000 personnes qui sont concernées, près de 180 médecins. Et sur ces 180 médecins, plus d'un quart habitent sur Toulouse. Et ils ont des gardes. Et le soir, ils vont partir à 1h ou 2h du matin. Et lorsqu'il faut faire ces trajets, nous le savons. Et vous l'avez dit, Madame Joly, vous l'avez dit. Vous avez dit, une autoroute est plus sécure qu'une route départementale. Donc rien que sur cet aspect-là, c'est essentiel. Je ne connaissais pas, merci, l'histoire de la naissance du SAMU. Cette route nationale que nous avons est une des plus accidentogènes d'Occitanie, ça tout le monde le sait. Non, et on sait que sauver une vie, ça n'a pas de prix. Et lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin de rejoindre Toulouse, l'hôpital de Purpan, l'hôpital de Rangueil, les services de sécurité vous diront que chaque minute compte. Et donc chaque minute qui sera gagnée sur cette autoroute, ça sera une vie qui sera sauvée. Myriam Joly. Non, là, je pense que par rapport au fait que la route est la plus accidentogène, je pense que là, il faudrait... Bon, on ne va pas faire une bataille de chiffres. Il y a une étude de l'ADREAL de 2009 qui l'atteste. 2009. Oui, c'est ça. Donc 2009, c'était avant les déviations. Donc, de Puylaurens et de Soile. Oui. Enfin, pas celle de Soile, mais celle de Puylaurens. 2009, celle de Puylaurens. Oui. Je vous en prie, allez. Donc oui, donc bien sûr que la santé c'est important, mais est-ce que moi je suis pour que les gens viennent habiter sur place? Vous me dites que les médecins habitent à Toulouse et viennent travailler à Castres. Pourquoi ils viennent pas habiter à Castres? Parce qu'on a une doxa qui nous imprègne tous, c'est des petites gouttes qui nous tombent comme ça, qu'on ne peut pas vivre dans notre arrière-pays, que c'est pas on est des sous-développés. Alors je vais vous donner 2 exemples pour ça qui moi me blessent profondément. Il y a 10 ans, quand j'ai embauché mon premier cadre, je suis venue à Toulouse faire monter un dossier, bon bref, et la personne qui montait mon dossier m'a dit « Mais vous avez réussi à faire venir quelqu'un à Castres ?» Oui,
Oui, on peut vivre à Castres. Et je suis persuadée que c'est au nom de cette doxa qu'on a besoin de relier les métropoles comme ça. Moi, que je vienne à 10 minutes de plus à Toulouse ou pas, ça ne change rien. Et ça va faire des charges considérables à mon entreprise parce qu'il va falloir les payer, cette autoroute. Et les camions, on sait que ça va être très cher. Oui, mais et ça va être très cher pour la société. Vous me parlez de dans 30 ou 40 ans. Moi, je pense à mes petits-enfants. Je voudrais que le jour où ils me regardent et que je puisse les regarder dans les yeux et leur dire oui, moi j'y étais et j'étais pas d'accord avec ça. Parce que ça, c'est vous qui allez le payer. Il nous reste 1 minute d'émission pour conclure, Jean-Luc Alibert, et répondre à Madame Joly. Je n'ai pas de réponse à apporter à ça, à ce genre de propos. Moi, j'ai toujours vécu sur mon territoire, je le connais, j'ai grandi, j'ai fait le choix effectivement d'y travailler. Ça a parfois été difficile, là où certains de mes amis, par exemple, partaient travailler à Paris. Et quand vous évoquez les sujets de santé, pardon, mais c'est méconnaître ce qui se passe en réalité. Quand vous faites vos études à Toulouse et que vous rencontrez votre copain ou votre copine, vous vous installez. Et c'est vrai pour beaucoup de professions, comme pour les médecins. Donc on a besoin, ne serait-ce que pour ce critère, on a beaucoup parlé d'économie, mais ne serait-ce que pour ce critère autour de la santé et autour des problématiques de déserts médicaux, moi, mes concitoyens, ils me parlent de ça, de la problématique de santé. Et avoir l'autoroute, ça sera avoir un atout supplémentaire, ou en tout cas équivalent à ce qu'il existe partout en France, c'est-à-dire d'être encore une fois relié à la métropole régionale. Et allez-y, 2 minutes. Enfin, pardon, très rapidement. C'est la fin. Pardon. Vous parliez tout à l'heure d'être relié, comme tous les territoires de plus de 100 000, avec une métropole. Je dois dire qu'on part quand même avec un sacré handicap quand on voit que toutes les villes comme Albi suivra évidemment très attentivement cette audience au tribunal le 18 février prochain. Merci à vous 3 d'avoir accepté notre invitation. Dimanche en politique, la suite tout de suite avec Francis Letellier, suivi de votre journal régional. Très bon dimanche. Merci.